8 jours seulement. 8 jours après la disparition brutale de Calbo, une voix longtemps restée silencieuse a décidé de parler. Celle de son épouse. Jusqu'ici, le public croyait connaître l'histoire. Un homme respecté, une fin soudaine, une douleur partagée par toute une génération. Mais que s'est-il réellement passé dans l'ombre, loin des hommages et des messages officiels? Pourquoi a-t-elle attendu précisément 8 jours pour briser le silence? Et surtout, qu'avait-elle à révéler que personne n'osait imaginer? Ce témoignage tardif n'est pas anodin. Selon ses mots, ces 8 jours ont été nécessaires pour rassembler des preuves, affronter des souvenirs enfouis et trouver le courage de dire ce que beaucoup préféraient taire. Derrière l'image publique de Calbo, figure emblématique, mari aimant et artiste engagé, se cacherait une réalité bien plus sombre, faite de pression, de secrets et de décisions irréversibles. Était-il réellement prêt à partir? A-t-il tout dit à ceux qu'il aimait? Ou quelqu'un savait-il avant tout le monde que la fin approchait? Dans cette vidéo, nous allons suivre pas à pas le fil de cette révélation troublante. Chaque détail compte. Un silence prolongé, une phrase ambiguë, un geste ignoré. Pourquoi certains proches refusent-ils aujourd'hui de commenter? Qu'est-ce qui a poussé son épouse à risquer l'opinion publique pour livrer une vérité qualifiée de insoutenable? Et si ce que vous pensiez savoir n'était qu'une partie de l'histoire? Restez avec nous jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre regard sur les derniers jours de Calbo. Était-ce une fatalité ou le résultat d'un enchaînement que personne n'a voulu arrêter? Les 8 jours qui ont suivi la mort de Calbo ont été marqués par un silence pesant, presque irréel. À Paris, dans l'appartement discret du 19e arrondissement, où il vivait depuis plusieurs années, le temps semblait figé. Les volets restaient clos, le téléphone sonnait sans réponse, et seuls quelques proches autorisés franchissèrent la porte. Officiellement, la famille demandait le respect du deuil. Officieusement, quelque chose d'inavoué était en train de mûrir. Son épouse, d'ordinaire effacée et farouchement protégée de l'exposition médiatique, passait ses journées à relire des messages, à écouter d'anciens enregistrements vocaux, à revisiter des souvenirs qui, jusque-là, semblaient anodins. Le 4e jour après le décès, selon une source familiale, elle se serait rendue seule au cimetière de Pantin, tôt le matin, avant l'arrivée des proches. Là, face à la tombe, encore fraîche, elle aurait longuement parlé à voix basse, comme si elle répondait à une conversation interrompue trop brutalement. Ce moment précis est aujourd'hui décrit comme un basculement. Elle aurait alors compris que ce qu'elle savait ne pouvait plus rester enfermé dans le cadre privé. Car depuis des mois, certains signes troublèrent leur quotidien. Des insomnies répétées, des silences prolongés au retour du studio, une nervosité inhabituelle lorsqu'il évoquait l'avenir. Rien de suffisamment alarmant pour alerter l'entourage, mais assez pour semer le doute chez celle qui partageait sa vie. En remontant le fil du temps, elle situe les premiers changements notables à l'automne précédent, vers octobre, après une réunion professionnelle à Saint-Denis. Calbo serait rentré ce soir-là plus tard que prévu, visiblement épuisé, laissant tomber son sac dans l'entrée sans un mot. Selon elle, il aurait simplement murmuré « Tout n'est pas comme on le croit ». Une phrase restée suspendue, sans explication. Les semaines suivantes, il se serait montré plus distant, évitant certains appels, repoussant des rendez-vous importants. Des proches racontent aujourd'hui qu'il avait annulé au dernier moment une apparition prévue dans un studio de radio du 10e arrondissement, prétextant un malaise passager. Ce n'est que 8 jours après sa mort que son épouse décide de s'exprimer, choisissant un cadre précis et symbolique. Un salon sobre, dans un appartement prêté par un ami de longue date, non loin du canal de Louerskier. La date n'est pas anodine. Elle explique qu'ils avoir attendu que les premières démarches administratives soient terminées, mais surtout que certaines confirmations arrivent. Car, entre-temps, elle aurait découvert des éléments troublants, des échanges de messages datés de plusieurs mois, des rendez-vous notés puis rayés dans un agenda, et même un courriel resté sans réponse envoyé à une adresse professionnelle liée à un projet avorté. Elle affirme également que, dans les jours précédant sa disparition, Calbo avait exprimé une inquiétude inhabituelle concernant sa sécurité émotionnelle et mentale. Lors d'une promenade nocturne près du parc des Buttes-Chaumont, 3 semaines avant sa mort, il aurait évoqué une pression qui ne disait pas son nom, sans jamais désigner clairement son origine. Était-ce le poids d'attentes trop lourdes, des conflits internes, au milieu musical, ou quelque chose de plus intime, de plus enfoui, que même ses proches ignoraient? À mesure que les heures passent après cette révélation partielle, d'anciens collaborateurs commencent à se souvenir, eux aussi, de détails mis de côté. Un producteur évoque un rendez-vous tendu dans un café de la rue Oberkampf, où Calbo semblait sur la défensive, regardant sans cesse autour de lui. Un autre se rappelle d'un message vocal, envoyé tard dans la nuit, au ton inhabituellement grave, presque résigné. À l'époque, tous avaient interprété ces signaux comme de simples manifestations de fatigue ou de lassitude artistique. Pour son épouse, ces fragments prennent désormais un tout autre sens. Elle insiste sur le fait que la vérité qu'elle s'apprête à exposer ne vise ni à accuser ni à provoquer un scandale gratuit, mais à éclairer une réalité que Calbo n'aurait jamais voulu voir déformée. Elle parle d'un homme partagé entre la loyauté envers son public et une souffrance intérieure qu'il dissimulait avec pudeur.
Les 8 jours de silence auraient donc été nécessaires pour assembler ce puzzle douloureux, pour confronter les dates, les lieux, les paroles, et surtout pour accepter l'idée que certains signes avaient été là, visibles, mais incompris. Et tandis que l'opinion publique commence à réagir, une question demeure en suspens. Pourquoi ces révélations surgissent-elles maintenant? Et que reste-t-il encore à découvrir sur les derniers mois de la vie de Calbo? Pour comprendre ce qui s'est joué bien plus tard, il faut revenir à l'instant précis où Calbo est devenu un nom que l'on ne pouvait plus ignorer. Le tournant s'opère au milieu des années 1990, à une époque où le rap français cherche encore sa voix, tiraillé entre reconnaissance médiatique et fidélité à la rue. À Villiers-le-Bel et dans les environs de Sarcelles, les soirées s'étirent tard, rythmées par des freestyles improvisés, des textes griffonnés à la hâte et une urgence de dire le réel sans filtre. C'est là, dans ses parkings et ses petits studios de fortune, que Calbo affine une écriture dense, marquée par la lucidité et une colère contenue. L'année 1998 marque une rupture décisive. À Paris, lorsque les premières copies de l'album « Quelques gouttes suffisent » circulent sous le manteau avant même sa sortie officielle, quelque chose bascule. Les mots frappent juste. La noirceur du propos tranche avec une époque encore frileuse face à certains sujets. Les chiffres suivent rapidement. Les ventes dépassent les attentes, les invitations s'enchaînent et les salles se remplissent. Pour la première fois, Calbo découvre ce que signifie être reconnu au-delà de son cercle. Mais derrière l'euphorie, certains proches notent déjà un décalage. Lors d'une soirée organisée après un concert à la Cigale, il aurait quitté la salle plus tôt que prévu, prétextant un mal de tête, laissant derrière lui une équipe encore galvanisée. Les mois suivants confirment l'ascension. Entre 1999 et le début des années 2000, les tournées s'intensifient, de Marseille à Lille en passant par Lyon. Les hôtels se succèdent, les interviews aussi. Dans les couloirs de certaines radios parisiennes, on se souvient d'un artiste précis, presque réservé, refusant systématiquement les questions trop personnelles. À l'époque, ce silence est interprété comme une posture, une manière de protéger sa vie privée. Aujourd'hui, son épouse affirme que cette retenue cachait déjà une fatigue profonde, une peur diffuse de perdre le contrôle de son récit. Le succès apporte également son lot de décisions lourdes. Des collaborations sont proposées, certaines acceptées, d'autres refusées, sans explication claire. Un ancien manager évoque une réunion tendue, tenue dans un bureau du boulevard Haussmann, où Calbo aurait insisté pour conserver une liberté totale sur ses textes, quitte à renoncer à une exposition plus large. Ce choix, salué par certains comme un acte d'intégrité artistique, aurait aussi renforcé un sentiment d'isolement. Il avançait, mais souvent seul, dira plus tard un collaborateur. Avec la notoriété viennent les attentes du public et de l'industrie. Les concerts à guichets fermés masquent difficilement des signes plus discrets. Des retards répétés, des moments d'absence pendant les balances, des regards fuyants après les rappels. À Bercy, lors d'un événement majeur au début des années 2000, plusieurs membres de l'équipe se rappellent qu'il est resté longtemps assis dans sa loge, silencieux, avant de monter sur scène, comme s'il devait se convaincre lui-même d'y aller. Ce soir-là pourtant, la prestation est saluée comme l'une des plus marquantes de sa carrière. Son épouse situe une scène clé à cette période de reconnaissance maximale. Un soir d'hiver, alors qu'ils rentrent tard dans leur appartement parisien, il aurait confié, presque à mi-voix, que la réussite avait un prix plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Non pas financier, mais intérieur. Il parlait de responsabilité, de loyauté contradictoire, de la peur de décevoir. Sur le moment, ses paroles semblent être celles d'un artiste conscient des enjeux de sa position. Avec le recul, elles prennent une dimension différente, comme un avertissement que personne n'a vraiment entendu. La célébrité, loin de l'apaiser, semble avoir accentué un tiraillement permanent. Les années passent, les projets s'enchaînent, mais le rapport à la réussite reste ambivalent. À chaque étape franchie, une nouvelle tension apparaît. Certains témoins racontent qu'ils relisaient obsessivement les critiques, même positives, cherchant entre les lignes ce qui pourrait lui échapper. D'autres évoquent des périodes de retrait volontaire, où il se coupait des sollicitations, préférant rester à l'écart du tumulte médiatique. Ces années de succès, aujourd'hui revisitées à la lumière des révélations récentes, montrent un homme porté au sommet, tout en luttant pour préserver un équilibre fragile. Derrière l'image d'une ascension maîtrisée, se dessinent des fissures discrètes, presque invisibles, qui n'ont pris tout leur sens que bien plus tard. Et c'est précisément dans cet écart entre la réussite publique et le vécu intime que s'inscrit une part essentielle de l'histoire, encore incomplète, qui continue de se dévoiler. Pour saisir la tension qui traverse toute sa trajectoire, il faut revenir bien avant les scènes et les studios, à l'époque où Calbo n'était qu'un enfant grandissant dans le nord de la région parisienne. La fin des années 1970 et le début des années 1980 dessinent un décor rude. Des bars d'immeubles à Villiers-le-Bel, des ascenseurs souvent en panne, des couloirs où résonnent les disputes autant que les rires. Le foyer est modeste, parfois instable, marqué par des absences et des silences que l'enfant apprend très tôt à interpréter.
À l'école primaire du quartier, les enseignants parlent d'un élève discret, attentif, mais déjà ailleurs, comme s'il observait le monde en se tenant à distance. Les difficultés matérielles rythment le quotidien. Les fins de mois sont tendues, les parents cumulent les horaires, et l'enfant comprend vite qu'il doit se débrouiller. Les souvenirs évoqués aujourd'hui par son épouse et par quelques proches révèlent à des scènes longtemps banalisées. Des repas improvisés, des déménagements précipités, des nuits passées à écouter la radio parce que dormir semblait impossible. C'est dans ces moments que se forge un rapport particulier aux mots. Il recopie des phrases entendues, invente des rimes, transforme la frustration en langage. Personne n'y voit encore un talent, seulement une manière de tenir. Au collège, à Sarcelles, la période est plus heurtée. Les années 1980 sont celles des premières fractures sociales visibles, des contrôles répétés, des tensions constantes. Il se heurte à l'autorité, non par provocation, mais par méfiance. Un ancien camarade se souvient d'un adolescent qui parlait peu en classe, mais écrivait beaucoup en marge de ses cahiers. Déjà, certaines thématiques apparaissent. L'injustice ressentie, la loyauté entre amis, la peur de trahir les siens. Avec le recul, ces textes d'adolescents résonnent étrangement avec ceux qu'il écrira bien plus tard. La maison n'est pas toujours un refuge. Des disputes éclatent, parfois violentes verbalement, laissant des traces invisibles. Il développe alors une capacité d'adaptation remarquable, savoir quand se taire, quand disparaître, quand observer. Ces réflexes, utiles pour survivre à l'enfance, deviendront plus tard des mécanismes profondément ancrés. Son épouse confiera que cette aptitude à encaisser sans se plaindre, admirée par beaucoup, prenait racine dans ces années-là. Vers 15 ans, un événement apparemment mineur marque un tournant. Lors d'un atelier culturel organisé dans une MJC locale, il monte pour la première fois sur scène pour lire un texte. La salle est petite, l'audience réduite, mais l'effet est immédiat. Pour quelques minutes, le bruit du dehors s'efface. Il découvre une forme de reconnaissance qui ne dépend ni de l'argent ni du statut social. Pourtant, après la représentation, il se replie, comme s'il craignait d'avoir trop montré. Cette oscillation entre exposition et retrait, visible dès l'adolescence, sera une constante de sa vie. Les années de lycée confirment cette dualité. Il fréquente des groupes d'amis soudés, partageant les mêmes galères, mais garde toujours une part de solitude. Certains se rappellent de longues marches nocturnes dans le quartier, casque sur les oreilles, pour échapper à un appartement trop étroit. D'autres évoquent une colère sourde, rarement exprimée frontalement, mais présente dans son regard. À l'époque, personne n'y voit un signal d'alarme. Aujourd'hui, ces indices sont relus comme les premières strates d'une construction intérieure fragile. Ce passé, longtemps résumé par des formules vagues, enfance difficile, contexte compliqué, prend une épaisseur nouvelle à la lumière des révélations récentes. Les manques, les tensions, les silences accumulés n'ont jamais vraiment disparu. Ils se sont transformés, se sont habillés de réussite et de maîtrise. Comprendre ces premières années, c'est aussi comprendre comment l'enfant qu'il était a appris à porter seul des poids qui, plus tard, referont surface sous d'autres formes. À mesure que la carrière de Calbo s'installe durablement dans le paysage musical, sa vie personnelle reste, elle, soigneusement tenue à l'écart des projecteurs. Ce choix n'est ni un hasard, ni une posture médiatique. Il s'inscrit dans une histoire intime façonnée par la méfiance, l'expérience précoce du manque et la peur constante de voir l'équilibre fragile se fissurer. Dans les années 2000, alors que son nom circule partout, il mène une existence étonnamment sobre, presque effacée, partageant son temps entre quelques lieux précis, l'appartement parisien où il vit avec sa compagne, le studio et de rares espaces de respiration loin de l'agitation. Ses parents occupent une place centrale mais silencieuse dans son parcours. Les relations sont marquées par le respect plus que par les effusions. Ceux qui les ont vus ensemble parlent de conversations brèves, de regards lourds de sens, comme si beaucoup de choses n'avaient jamais été dites. Il revient souvent dans le nord de la région parisienne, notamment à Villiers-le-Bel, pour leur rendre visite, loin des circuits officiels. Ces retours, discrets, semblent nécessaires pour maintenir un lien avec ses racines, mais ils ravivent aussi des souvenirs difficiles. Selon son épouse, il revenait parfois de ses visites plus renfermé que d'ordinaire, plongé dans un silence qui durait plusieurs jours. La paternité marque un autre tournant, plus intime encore. L'arrivée de ses enfants, à laquelle il tient farouchement à l'abri de toute exposition, renforce son besoin de protection. Dans le cercle familial, il se montre attentif, presque anxieux, soucieux d'offrir une stabilité qu'il n'a pas toujours connue. Il s'investit dans des gestes simples, accompagner à l'école, assister aux activités, être présent lors des moments ordinaires. Pourtant, cette implication cache une inquiétude permanente, celle de ne pas être à la hauteur, de transmettre malgré lui ses propres blessures. Des proches se souviennent de discussions tardives, à Paris ou lors de séjours en province, où il exprimait la crainte que la notoriété vienne un jour perturber la tranquillité de ses enfants. Son couple, longtemps perçu comme solide, repose sur une compréhension mutuelle faite de patience et de retenue. Sa compagne accepte les absences, les périodes de retrait, les silences prolongés après certaines tournées. Elle raconte aujourd'hui que ces moments n'étaient pas des fuites, mais des replis nécessaires, presque instinctifs.
Il partageait des routines simples, des promenades nocturnes le long du canal de l'Ourcq, des repas improvisés à la maison, des soirées sans téléphone. Ces instants, banals en apparence, constituaient pour lui un refuge essentiel. Cependant, avec les années, des fissures apparaissent, pas des conflits ouverts, mais une accumulation de non-dits. Il parle peu de ses angoisses, préférant les transformer en distance. À partir du milieu des années 2010, son entourage note une fatigue plus profonde. Il s'inquiète davantage pour l'avenir, évoque la difficulté de concilier son rôle de père avec les exigences d'une carrière marquée par l'exposition et la pression. Lors de vacances passées hors de Paris, notamment dans le sud de la France, il semble apaisé, mais cet apaisement reste fragile, presque provisoire. Ses enfants, encore jeunes, perçoivent sans doute cette dualité, un père présent, protecteur, mais parfois ailleurs. Ils cherchent à préserver leur innocence, à leur offrir un cadre stable, loin des excès et des attentes du milieu artistique. Pourtant, ceux qui l'ont côtoyé intimement racontent qu'ils redoutaient le moment où il découvrirait certaines facettes de sa vie publique, certaines paroles de ses textes inspirés par des douleurs anciennes. Aujourd'hui, à la lumière des révélations de son épouse, cette vie personnelle apparaît sous un jour nouveau. Les gestes de protection, les silences, l'extrême discrétion ne relèvent donc plus seulement d'un choix de confort, mais d'un besoin vital de maintenir un équilibre intérieur. Entre ses parents, ses enfants et la femme qui partageait sa vie, Calbo tentait de construire un espace sûr, un noyau intime, capable de résister aux secousses extérieures. Mais derrière cette façade calme, des tensions anciennes continuèrent de circuler, prêtes à refaire surface au moindre déséquilibre, laissant entrevoir une fragilité que peu avaient réellement perçue. Dans la continuité de cette vie personnelle construite comme un rempart, la question de la santé de Calbo s'impose progressivement comme un fil invisible, longtemps ignoré, parfois minimisé, mais omniprésent. Officiellement, rien d'alarmant n'a jamais été communiqué. Aucun communiqué, aucune annulation spectaculaire, aucune hospitalisation rendue publique. Et pourtant, à mesure que les années avancent, son entourage proche observe des changements subtils, presque imperceptibles pour qui ne partage pas son quotidien. Dès la fin des années 2010, certains signes physiques apparaissent. Une fatigue persistante que ni le repos ni les pauses entre projets ne semblent réellement dissiper. À Paris, dans les studios qu'il fréquente encore régulièrement, les séances s'écourtent. Il arrive plus tard, repart plus tôt. Là où il pouvait auparavant enchaîner des heures d'enregistrement, il demande désormais des interruptions, prétextant des maux de tête ou une difficulté à se concentrer. Sur le moment, ces ajustements sont mis sur le compte de l'âge, du rythme accumulé sur plusieurs décennies. Mais il y a aussi ce que son épouse décrit comme une fatigue intérieure, plus profonde. À la maison, certaines soirées se déroulent dans un silence inhabituel. Il reste assis longtemps, regard perdu, comme absorbé par une pensée qu'il ne formule pas. Lors de consultations médicales ordinaires, dans des cabinets parisiens du nord-est de la capitale, rien de précis n'est diagnostiqué. Les bilans sont rassurants, ou du moins suffisamment pour écarter toute urgence. Pourtant, lui insiste sur un malaise diffus, difficile à nommer, qu'il compare à une tension permanente. Au fil des mois, des troubles du sommeil s'installent. Les nuits deviennent fragmentées. Il se lève tôt, parfois avant l'aube, erre dans l'appartement, écoute de la musique à faible volume ou note quelques 100 phrases dans un carnet. Ces insomnies, longtemps gardées pour lui, sont aujourd'hui relues comme des signaux importants. À l'époque, il les évoquait à demi-mot, parlant d'un esprit trop chargé pour se reposer vraiment. Sa compagne raconte qu'il refusait souvent les somnifères, préférant affronter ses nuits blanches comme une épreuve personnelle. Sur le plan émotionnel, des proches évoquent une hypersensibilité croissante. Des remarques anodines prennent une ampleur inattendue. Une critique, même légère, le touche plus qu'auparavant. Il doute davantage, revient sans cesse sur certaines décisions passées. Lors de rencontres professionnelles dans des cafés parisiens, notamment autour de la place de la République ou du canal Saint-Martin, il apparaît plus tendu, moins sûr de lui. Ceux qui le connaissent bien osent bien, parlant d'un homme lucide sur ses fragilités, mais peu enclin à les exposer. Dans les mois précédant sa disparition, plusieurs épisodes marquent les esprits. Une promenade écourtée pour cause d'essoufflement inhabituel. Une annulation de dernière minute, non pas pour un engagement public, mais pour un rendez-vous personnel qu'il attendait pourtant. Son épouse situe l'un de ces moments à la fin du printemps, lors d'un séjour hors de Paris destiné à se reposer. Là où le calme aurait dû l'apaiser, il se montre inquiet, comme si le silence faisait remonter des angoisses enfouies. Les médecins consultés parlent alors de stress chronique, de surcharge mentale, de la nécessité de ralentir. Il écoute, acquiesce, promet de lever le pied. Dans les faits, il tente de réorganiser son quotidien. Moins de déplacements, plus de temps à la maison, des routines plus stables. Mais cette volonté de contrôle masque une peur diffuse, celle de perdre pied, de ne plus être en mesure de tenir les rôles qu'il s'est imposés, en tant qu'artiste, père et compagnon. Ce qui frappe aujourd'hui, à la lumière des révélations récentes, c'est l'écart entre l'apparente stabilité et la réalité intérieure.
Aucun signe spectaculaire, aucune alerte brutale, seulement une accumulation de micro-fragilités. Son épouse insiste sur le fait qu'il ne se percevait pas comme malade au sens classique du terme. Il parlait plutôt d'un déséquilibre, d'une usure progressive, comme si le corps et l'esprit avançaient à des rythmes différents. Dans les derniers temps, cette sensation semble s'intensifier. Il devient plus attentif à certains détails, plus préoccupé par l'idée de laisser des choses inachevées. Sans jamais parler explicitement de fin, il adopte parfois un ton rétrospectif, évoquant des périodes de sa vie avec une précision nouvelle. Ces paroles, entendues après coup, résonnent aujourd'hui comme autant d'indices discrets d'un combat intérieur dont peut mesurer l'ampleur. À ce stade de son parcours, la vie de Calbo apparaît comme une trajectoire faite de strates successives, chacune venant se superposer à la précédente sans jamais l'effacer complètement. Après l'enfance marquée par les manques, la célébrité construite dans l'urgence et la vie familiale pensée comme un refuge, son existence adulte se déploie dans un équilibre constamment renégocié. Les années passent, mais la vigilance demeure. Il apprend à composer avec le temps, à ralentir sans renoncer, à rester présent sans se laisser absorber. Dans les années 2000, alors que la première vague de reconnaissance est déjà derrière lui, il choisit une forme de continuité plutôt que la course effrénée. À Paris, il s'installe dans des habitudes presque ritualisées. Même itinéraire, même café, mêmes horaires de travail. Les studios du nord-est parisien deviennent des lieux familiers, presque domestiques. Là, loin des grandes annonces, il affine son écriture, revient sur des thèmes plus introspectifs, observe l'évolution du monde qui l'entoure. Certains collaborateurs racontent qu'il parlait souvent du temps qui passe, non avec nostalgie, mais avec une lucidité tranquille. Les tournées, moins nombreuses mais plus choisies, lui offrent un autre rapport à la scène. À Lyon, Bordeaux ou Nantes, il prend le temps d'échanger après les concerts, sans empressement. Ces moments, souvent en coulisses ou dans des loges modestes, révèlent un homme attentif aux autres, curieux des parcours qu'on lui confie. Il écoute beaucoup, parle peu. Avec le recul, plusieurs fans se souviennent de phrases simples, presque banales, qui prennent aujourd'hui une résonance particulière, comme s'il cherchait déjà à transmettre quelque chose de plus durable que la performance. Sa vie est aussi ponctuée de périodes de retrait volontaire. Des mois sans apparition publique, sans annonce, durant lesquels il se concentre sur l'essentiel. Il se rend régulièrement hors de Paris, parfois dans des villes moyennes où personne ne le reconnaît. Ces parenthèses, selon son entourage, sont nécessaires pour maintenir un équilibre intérieur. Elles ne signifiaient pas un renoncement, mais une manière de reprendre souffle, de se reconnecter à une normalité qu'il a toujours cherchée. Au fil du temps, il devient plus attentif aux détails du quotidien. Des gestes simples prennent une importance nouvelle, préparer un repas, marcher longuement, écouter de la musique sans objectif précis. Ces choix, anodins en apparence, traduisent une volonté de maîtriser ce qui peut l'être. Il parle parfois de « remettre les choses à leur place », expression que son épouse retrouvera plus tard dans ses carnets personnels. À l'époque, personne n'y voit autre chose qu'une réflexion d'homme mûr. Professionnellement, il continue d'avancer sans rupture spectaculaire. Les projets s'enchaînent de manière plus discrète, mais toujours exigeante. Il refuse certaines propositions, en accepte d'autres pour des raisons qui échappent parfois à son entourage. À plusieurs reprises, il insiste pour travailler avec des équipes réduites, privilégiant la confiance à la visibilité. Cette manière de faire, cohérente avec son caractère, contribue à entretenir une forme de mystère autour de lui. Dans les années 2010, alors que le paysage musical évolue rapidement, il observe sans juger. Il s'intéresse aux nouvelles générations, échange avec certains jeunes artistes, sans chercher à se positionner comme figure tutélaire. Ces rencontres, souvent informelles, se déroulent dans des lieux neutres, loin des plateaux et des caméras. Il écoute leurs récits, reconnaît dans certains discours des fragments de son propre passé, mais se garde de donner des leçons. Sa vie, vue de l'extérieur, semble